Bonjour à tous. Alors quelques informations, disons générales, et puis quelques informations particulières, locales, pour vous informer de la situation sur l'évolution du projet de transition sur mon village. Alors tout d'abord, j'ai bien cru que nous allions vers une crise grave, parce que il y a quelques jours, comme peut-être vous en avez eu l'information, bien que l'information ne soit pas passée dans beaucoup de médias, elle n'était pas en tout cas dans les gros titres des journaux que j'ai pu écouter dans différents supports. Et le fait est qu'il y a eu 18 000 licenciements qui s'organisent actuellement sur la Deutsche Bank. Alors la Deutsche Bank, ce n'est pas la banque fédérale allemande, mais c'est une des plus grandes banques européennes qui a des influences un petit peu partout dans le monde. Et 18 000 licenciements, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin en tout cas lorsque Lehman Brothers a déposé le bilan, c'était suite à 3 000 licenciements. Donc là on passe à une échelle au-dessus, donc il y a un certain nombre d'observateurs, enfin je parle de spécialistes puisque j'écoute beaucoup de vidéos diffusées par des spécialistes qui traitent de ces sujets-là, et sans pouvoir totalement appréhender un petit peu le système qui est extrêmement complexe. La plupart d'entre eux sont relativement pessimistes quant à la situation et reconnaissent que l'effondrement, en tout cas ces licenciements, pourraient être le prémisse, on va dire, d'un effondrement de cette banque. Et si il y avait un effondrement de cette banque, ça pourrait être systémique, et donc la faillite de cette banque pourrait entraîner d'autres banques, etc. Enfin bon, ça pourrait être le début de la fin, comme on dit, quoi, en fait, hein. Donc voilà, il y a eu une inquiétude relativement importante à ce sujet. Et puis finalement, ça s'est relativement bien passé, en tout cas pour l'instant. Bon, peut-être parce que c'est l'été, peut-être parce que les systèmes bancaires, les banques centrales ont sans doute peut-être soutenu, ou en tout cas donné des gages de garantie qui ont fait d'ailleurs que même l'action de la Deutsche Bank a même vu, j'ai vu passer un petit communiqué là-dessus, l'action a même légèrement augmenté, donc apparemment les bourses ne s'affolent pas, donc j'espère que c'est pas encore cette fois-là qu'on va connaître le grand soir, le grand plongeon, ou je ne sais quoi. Donc alors dans les autres faits ou phénomènes qui auraient pu inquiéter l'évolution du monde, c'est ce drone iranien qui a été abattu par l'armée américaine. Bon, là aussi ça aurait pu être un élément déclencheur. On n'est jamais à l'abri d'un petit incident qui pourrait être l'étincelle qui déclenche le feu aux poudres, quoi, en fait, hein. Donc voilà, après une autre petite anecdote, enfin, considérée comme telle, hein, c'est vrai que depuis la dernière vidéo, il s'est passé l'affaire du licenciement, enfin en tout cas du départ de François de Rugy. Pas vraiment un licenciement, mais enfin en tout cas d'un départ quelque peu forcé. Bon, on n'a pas grand chose à dire à ce propos. J'ai l'impression qu'il y a énormément de buzz autour de ça, et puis je pense qu'effectivement il a certainement eu tort peut-être de ne pas jouer dans la simplicité volontaire qui aurait dû être l'image d'un ministère comme le sien, et puis bon, je pense qu'il y a eu aussi peut-être des événements le concernant qui ont été grossis, quoi. Voilà, le juste milieu et la vérité peut-être entre les deux. Bon, en tout cas après la gauche caviar, on a l'écologie homard. Maintenant c'est une formule que j'ai vue qui m'a fait sourire. Donc voilà. Et après le fait qu'il y ait eu une ministre des Transports qui soit nominée, là aussi c'est pas forcément un gage d'une carte écologique extrêmement prononcée. Ça ne donne pas forcément envie d'avoir
comme ministre des Finances, ministre des Transports, vu son passé, enfin bon. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, autres événements qui ont pu marquer un petit peu les esprits ces derniers jours, ce sont les températures qui continuent à augmenter. Et là, le jour où je vous parle, j'ai eu sous ma serre plus de 50 degrés. C'est la serre où il y a mon bassin de spiruline. Donc d'ailleurs, j'ai bien cru que d'avoir perdu une petite bassine de réserve que j'avais faite. J'espère que le bassin principal, lui, n'a pas subi trop de dommages, mais en tout cas, on s'est certainement approché des 42 degrés de température, qui est la température maximum que la spiruline peut supporter. C'est un petit peu comme pour les plantations. Elles peuvent résister à des températures disons supérieures ou inférieures d'ailleurs, parce que vous avez des végétations, des arbres par exemple, qui sont capables de résister à des moins 2, moins 6, moins 10 degrés, moins 15, moins 20, mais c'est très particulier puisqu'il y en a certains, à moins 10 ils résistent, et à moins 12 c'est fini, ils sont morts. Et bien là, dans les températures extrêmes, c'est pareil. C'est un petit peu comme cette histoire de situation planétaire de la Terre vis-à-vis du système solaire et de la distance vis-à-vis du Soleil. Bon, les spécialistes disent que si la Terre avait été, on va dire, 5% plus loin que la distance où elle est actuellement, enfin, la Terre aurait été dans un climat trop froid où la vie n'aurait pas été possible, et 5% plus près, en termes de distance par rapport au Soleil, c'est pareil, on aurait été dans un climat trop chaud où la vie n'aurait pas été possible. Donc c'est vraiment un miracle qu'on soit là, et tout ça s'est répercuté quelque part sur l'ensemble des plantes qui ont vécu, qui se sont développées en fonction des latitudes, des situations et des températures qu'elles enregistraient, se sont adaptées. Bon voilà, donc malgré tous ces encore des événements qui sont pas forcément réjouissants, mais il y en a d'autres, puisqu'en fait il y a l'OMS qui a déclaré comment on appelle ça, une épidémie face à la campagne de vaccination qui avait été mise en place sur la République démocratique du Congo. Il y a quand même eu, malgré cette campagne de vaccination, quelques 1700 personnes qui sont mortes. Et là, tout dernièrement, ces derniers jours, un dernier décès suite au virus Ebola a déclenché une alerte OMS. Donc attention, danger, disent-ils. Ou en tout cas, il est contenu pour l'instant, mais il faut se méfier. Donc voilà, donc l'épidémie d'Ebola est encore vivace, même si on a les vaccins. En fait, le problème, c'est pas tant que cela pourrait être extrêmement grave, puisqu'on a les vaccins, mais on n'est pas forcément vacciné, quoi. C'est tout le problème. Donc voilà, alors petite info que j'ai glanée depuis la dernière vidéo, c'est que sur mon secteur, sur mon territoire, j'ai appris que l'exploitant agricole le plus jeune avait 48 ans. Voilà. Donc c'est pas là aussi quelque chose d'extrêmement réjouissant. J'ai un site, mais de façon un petit peu avec une voix sans issue, encore que je ne sais pas, mais j'incite mon fils qui a 17 ans pour se lancer dans la production de spiruline, puisque c'est à mon sens un secteur qui a de l'avenir. C'est le plus ancien des aliments du futur, quoi. Voilà, c'est ça la définition qui a été donnée par le représentant de cette filière qui constate, qui revendique la culture de la spiruline en disant que c'est la seule culture en France qui n'est pas qui ne donne pas des subventions, enfin qui ne reçoit pas de subventions, et donc qui est complètement autonome, quoi. Et en plus on a besoin de spiruline, puisque les exportations chinoises en particulier, donc pour ce qui nous concerne les importations, sont largement en déficit au regard des besoins en production que nous pourrions avoir en local. Donc voilà. Bon alors, et on est en train, alors autre information qui est un petit peu quelque part déplorable d'un point de vue écologique, c'est qu'on est en train de valider, vous savez, ce qu'on appelle le Mercosur, et puis le Mercosur et l'accord avec le Canada,
tout ça est en train d'être validé actuellement. Et là aussi, ce n'est pas gage de sérénité quant à ce que l'on devrait faire en termes de réduction de nos gaz à effet de serre, par exemple, ne serait-ce que ça. Mais il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qui sont niés par le fait de développer le commerce international. Plus on développe le commerce international, plus on le facilite. Moins on facilite bien entendu le recours aux productions locales, on favorise les productions externes qui sont réalisées à moindre coût, et en même temps on donne aux exploitants agricoles de notre pays une forme de concurrence qui ne leur est pas forcément très favorable, quoi. Puisque globalement les productions agricoles à l'extérieur bénéficient d'une souplesse en termes de produits, tels que les ingrédients qu'on utilise là pour le sol. Donc tout ça n'est pas très bon. Enfin bon. Alors j'ai appris aussi une chose, j'en parlais dans la dernière vidéo, c'est que beaucoup de spécialistes, des chercheurs sur Zurich, qui ont montré qu'il fallait, pour pouvoir, entre guillemets, sauver la planète, planter des arbres. Donc là, je suis aujourd'hui sous la canicule, hein. Je suis dans une petite forêt, tout près de chez moi, et il fait relativement bon. Là, j'étais arrivé en bordure d'un champ, là, hors cette forêt, c'est trop chaud, quoi, impossible. C'est vraiment trop chaud. Et donc c'est pour ça que j'ai fait demi-tour et je suis revenu sur le petit chemin de la forêt. Et donc il faudrait planter des arbres. Alors, j'ai noté qu'il y a actuellement 3000 milliards d'arbres et qu'il faudrait que nous en plantions 1200 milliards de plus. Voilà. Donc ça fait pas une mission impossible. C'est à l'échelle de la planète, nous sommes 7 milliards. Si tout le monde s'y mettait, s'il y avait une obligation, en tout cas une mobilisation générale de la part de tous les gouvernements, rien que pour ça, ce n'est pas des budgets qui seraient considérables, c'est simplement la mobilisation de tout le monde, peut-être en donnant une forme d'obligation à la fois peut-être morale, mais pourquoi pas autre obligation pour que les gens soient amenés à planter les arbres. Alors bien sûr, là ici, je suis loin dans une forêt, vous le voyez, dans un bois, où les arbres, il y en a. Par contre, je passe très régulièrement dans des endroits où il y a des champs à perte de vue parfois, qui ne sont pas bordés par des haies. Et là, on pourrait facilement, et on devrait même planter des arbres tout au long de ces champs. Et donc, ça permettrait comme ça de favoriser à la fois la biodiversité, puisqu'en fait, plus il y a de haies, plus les insectes peuvent se réfugier, plus les insectes sont là, plus les oiseaux peuvent y venir, s'y réfugier aussi, etc. Enfin bon, voilà, c'est un cercle vertueux qui me semble important. Et là, suite à cette étude, personne ne semble bouger, enfin c'est déplorable. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la campagne sur mon village, vous dire un petit peu où on en est. Donc pour l'instant, alors j'ai fait des démarches. Je pris mon vélo, là cette fois j'étais pas à pied mais en vélo. J'ai commencé à sillonner un petit peu les différentes routes de mon village. Et puis à chaque fois que je voyais quelqu'un dans son jardin, j'essayais d'entamer une conversation pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, puis surtout les tenants et les aboutissants du projet de transition, et puis surtout d'essayer de trouver des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir participer à la fois à la liste qu'on projette, mais aussi aux ateliers, aux initiatives qu'on voudrait mettre en place. Alors là j'ai eu, on va dire, des éléments positifs, puisqu'à chaque fois que j'ai la possibilité, je collecte les adresses mail des personnes, ce qui me permet d'étoffer le fichier, le listing, qui permettra peut-être par la suite de mobiliser les gens, même si à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est
les résultats ne sont pas formidables. Mais bon, il faut persévérer, comme on dit. Mais pour autant, les différentes personnes que j'ai eues, pour l'instant en tout cas, ne sont pas enclines à vouloir participer à des initiatives d'une part, et surtout pas à la mise en place, à l'intégration d'une liste en vue des prochaines municipales. Mais bon, on va continuer quand même. Alors peut-être aussi il y a une raison, disons, qui ne joue pas en faveur, disons, actuellement de la mobilisation. Ce sont tout simplement les vacances. Aujourd'hui, peut-être les gens n'ont pas l'esprit. On va avoir l'occasion en septembre d'avoir une mobilisation concernant les prochaines campagnes municipales, les prochaines élections municipales. Et d'ailleurs, moi, je vais avoir l'occasion, j'ai écrit un livre avec le maire d'un autre petit village dans le secteur. Alors c'est un maire expérimenté qui a beaucoup de ce qu'on appelle d'entre-gens, c'est-à-dire beaucoup de contacts. Depuis des années, il est au fait de toutes ces problématiques locales et municipales. Et donc nous avons entrepris ensemble d'écrire un livre qui aujourd'hui fait 250 pages, je crois, environ à peu près, et qui donne tous les arguments, les éléments qui sont nécessaires pour préparer l'arrivée en fait dans le cadre d'un conseil municipal. Enfin, le titre d'ailleurs c'est devenir maire ou conseiller municipal. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler puisqu'il sera, je l'espère, en vue à partir du 1er septembre, qui est la date officielle de lancement des campagnes, ou en tout cas c'est une date à partir de laquelle les municipalités en place, par exemple, n'ont plus le droit de communiquer sur leur bilan. Il aurait fallu le faire avant. Théoriquement, on ne peut pas, ou en tout cas, ça serait sur le compte de campagne des personnes qui seraient candidates par la suite. Enfin, bon, voilà, il y a des règles, on va dire, légales qu'il est nécessaire de suivre si on ne veut pas que la liste opposée revendique le fait de pouvoir annuler l'élection. Bon, voilà. Alors, autre petite initiative que j'ai prise avec le groupe de transition que nous sommes en train de monter actuellement. L'idée, je vous en avais parlé, c'est de créer des conférences débats, échanges débats. Alors c'est une conférence gesticulée qui a été programmée. Donc j'ai rédigé actuellement, on va dire 90-95% du texte. L'idée c'est de faire une conférence sur la thématique de la transition et de l'effondrement, mais de le faire avec une vision, on va dire, humoristique ou en tout cas souriante de la situation. Donc je vais m'efforcer, et ça ne sera pas forcément facile parce que je ne suis ni un humoriste ni un esprit super rieur, comme on dit. Et donc le fait est que c'est pas toujours facile pour moi de trouver des choses à rire ou à sourire sur des thématiques extrêmement graves. Mais bon, en tout cas le fait est que je vais tenter de le faire. J'ai invité un certain nombre de personnes. J'ai lancé une invitation auprès de 40 personnes pour participer à une représentation de cette conférence gesticulée que je vais organiser chez moi, avec pour idée de proposer aux personnes qui seront présentes de faire ce qu'on appelle un RES. Vous savez, un RES, c'est un inventaire des réussites, erreurs et suggestions. RES, réussite, erreur, suggestion. L'idée, c'est que on puisse faire une critique de la forme. On pourra discuter sur le fond, mais en tout cas, dans un premier temps, l'idée, c'est de faire la critique de la forme, de façon à pouvoir corriger, si nécessaire, ce que je serais amené à dire ou à mal dire, en tout cas dans le cadre de cette présentation. Donc voilà. Alors ensuite, nous avons reçu le premier accord de principe sur une subvention de notre association. Alors ça, c'est intéressant parce que on a fait la demande auprès des 10 communes de notre secteur. Il y en a une qui pour l'instant, alors on ne sait pas combien elle sera amenée à donner, mais en tout cas le geste est là, c'est ce qui compte, et en espérant que ça donnera l'idée aux autres communes de suivre le mouvement.
Ce que je vous rappelle, pour le cas où vous n'auriez pas vu les vidéos précédentes, c'est que effectivement notre association, dès le départ, avait la volonté de faire en sorte que les personnes puissent adhérer ou s'intégrer à l'association sans cotisation en dehors d'un peu de temps que l'on peut donner dans le cadre de la banque du temps. Mais en tout cas, l'idée c'était de ne pas avoir à bourse déliée pour pouvoir intégrer le groupe et l'association. Donc qui dit ne pas avoir d'argent collecté dit que si on a de l'argent à devoir sortir, comme c'est le cas avec les assurances nécessaires et tout ça, il faut qu'on ait quand même quelques petites ressources. Donc en attendant qu'on ait des activités qui le permettent, qui permettent de dégager quelques ressources, on a fait cette demande auprès des municipalités en espérant qu'il puisse y avoir un petit suivi à partir de là. Donc voilà, alors donc dans les projets que l'on va mettre en place, ou en tout cas proposer, en tout cas c'est ce que je compte faire là dans les semaines qui viennent, c'est la mise en place d'un agenda partagé auprès des 10 communes. L'idée de cet agenda, c'est de permettre aux différentes secrétaires de mairie, mais à toute personne responsable d'une association ou d'une activité quelconque, enfin de l'organisation d'un vide-grenier ou d'une manifestation culturelle, sportive ou je sais pas quoi, en fait que l'agenda puisse réunir les différents préciser les différentes dates de ces manifestations. Donc là l'idée aussi c'est de mettre, et on va associer dans ce même agenda, l'agenda des jardins, en espérant là aussi qu'il y ait une participation des uns et des autres, et en particulier des jardiniers amateurs et passionnés, puisque là aussi nous partageons sur notre terroir exactement les mêmes problématiques, qu'elles soient des problématiques de pluviométrie, de froid, de chaud, de qualité de la terre, etc., de vent. Et donc c'est important de pouvoir partager ensemble et savoir que l'on puisse apprendre des plus anciens, voilà, c'est le moment de planter telle ou telle chose, c'est le moment de traiter d'une façon ou d'une autre telle ou telle chose, etc. Donc en espérant que cette initiative sera suivie, on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, ça c'est pour les agendas. Puis en suivant, l'idée ce serait, pas pour cette année parce que ça sera peut-être trop court, ce serait de proposer aux différentes associations d'organiser, comme ça se fait très souvent dans les municipalités un petit peu plus importantes, il y a au moment de la rentrée une journée des associations où toutes les associations se retrouvent dans un même lieu pour présenter leurs différentes activités. Donc ça, ce n'est pas vraiment possible à l'échelle d'un petit village de 1000 habitants, enfin en tout cas ça ne l'a pas été jusqu'à présent, ou en tout cas j'ai pas eu écho, ou en tout cas si ça l'a été dans le passé, les résultats n'ont pas été pérennes. Donc je pense que peut-être la solution serait d'organiser une journée des associations qui soit organisée au niveau de l'ensemble des 10 communes. On a 10 petites communes sur notre terroir, 10 petites communes regroupées, donc on pourrait organiser à l'échelle de ces différentes communes une journée des associations regroupant toutes les associations de toutes les communes. Là on pourrait avoir peut-être un résultat qu'on n'a pas à l'échelle d'un tout petit village, quoi. C'est vrai que pour un petit village comme il en existe à côté de chez nous où il y a 400 habitants, d'abord il y a très peu d'associations et on voit mal comment elles pourraient organiser une journée comme ça. Et puis bon, l'intérêt ne serait peut-être pas forcément extrêmement évident. Donc là, en réunissant tout le monde, peut-être pourquoi pas. Alors, je vais ensuite continuer avec l'histoire des zéro déchet, ou en tout cas l'idée que nous avions de proposer à nos épicières de notre village de proposer un petit rayon zéro déchet. On a appris que, pas très loin de chez nous, à Agen, 2 femmes justement, là aussi, se sont lancées dans une boutique zéro déchet. Donc voilà, ça montre qu'il y a à la fois un marché, peut-être une demande, et puis surtout l'obligation peut-être pour nous de persévérer dans cette idée, parce que à un moment ou à un autre, de toute façon on y sera contraint, on sera obligé d'en passer par là, quoi.
Alors, donc, tchoc. Je vais clore cette petite vidéo en vous disant quoi? En vous disant que voilà, quelques conseils personnels. Voilà. Bon, encore une fois, à 2 reprises, encore ces jours-ci, j'ai bien cru que on allait peut-être vers une situation extrêmement tendue, hein, avec les licenciements de la banque, la Deutsche Bank, et puis avec le drone abattu par l'armée américaine. Voilà des éléments qui auraient pu être déclencheurs, qui ne l'ont pas été. Tant mieux, hein, faut mieux espérer que, bien entendu, on ne se dirige pas vers cet effondrement qui est en redouté. Mais pour autant, si l'effondrement existait, en tout cas, ça commencerait par une alerte boursière, hein, parce que ce seront les bourses qui seront les plus réactives, donc il y aura une chute très très rapide. Et puis ensuite, bon, finance, etc. Bon. Alors, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il faut, à ce moment-là, dès que les signes sont évidents, il va falloir s'organiser et se préparer. Alors, je vous avais dit que il fallait éviter comment dirais-je, ou qu'on pouvait plus exactement, qu'on pouvait faire un emprunt bancaire et que on allait pouvoir passer à travers le remboursement en cas d'effondrement. Mais alors je précise quand même que c'est en cas d'effondrement vraiment total, hein. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir à rembourser son crédit doit être une bonne nouvelle si on sait qu'en parallèle les très très mauvaises nouvelles et des situations extrêmement dramatiques à côté de là, bon, le fait de ne pas avoir remboursé son crédit, au contraire, ce serait peut-être une nouvelle qui ferait qu'il y en aurait tellement d'autres à côté qui seraient beaucoup plus dramatiques, qu'il vaut mieux ne pas avoir à le faire, et il est préférable qu'on puisse continuer à rembourser ses crédits. Et ce d'autant qu'en fait, bon, je l'ai appris par un spécialiste qui expliquait avec beaucoup d'éléments et d'arguments que si une banque dépose le bilan, imaginons que la Deutsche Bank par exemple ou d'autres déposent le bilan, pour autant c'est pas parce que les clients de cette banque qui bénéficient d'un crédit n'auront plus à le rembourser. Ça, il ne faut pas s'illusionner à ce niveau, puisque la banque qui aurait déposé le bilan sera immédiatement, instantanément rachetée ou reprise par une autre banque, peut-être à vil prix, mais en tout cas avec la récupération des crédits en cours. Et donc au lieu de payer la Deutsche Bank, pour ceux qui ont un crédit là-bas, ben, ils devront payer une autre banque, mais ils devront payer, hein. Donc là, c'est vraiment dans une situation où on n'aura pas à payer s'il y a un effondrement total. Alors, pour le reste, en cas d'effondrement, donc voilà, quelques idées, parce que ce sont des idées qui me trottent dans la tête quand je sens que peut-être le moment arrive. Je me dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai très peu d'économie, mais le petit peu d'économie que je peux avoir, pour pas le laisser dormir dans un compte qui pourrait être dilapidé, ou en tout cas détourné. Donc voilà 2-3 petites choses que personnellement j'aurais fait si vraiment j'avais eu la conviction certaine d'un effondrement qui soit là. C'est que j'aurais acheté des graines. Voilà, ça ce sont des choses qui me semblent être très importantes en situation difficile. C'est que les graines qui sont effectivement aujourd'hui à disposition sur l'ensemble des rayons des enfin pas des bricoramas, mais des magasins qui vendent des plantes, ces graines qui sont aujourd'hui à la disposition ne le seront pas forcément demain. Ou en tout cas, ils ne le seront plus si il y a un certain nombre de personnes qui, comme moi, ont le même réflexe que d'acheter des graines. Les stocks de graines qui sont aujourd'hui disponibles vont partir en quelques jours, quoi. Donc vous allez vous retrouver sans graines, quoi. Donc ça peut valoir la peine de préparer le coup, soit d'en acheter à la vente, puisque les graines sont capables de résister dans le temps quelques années pour certaines,
Et en tout cas, au dernier moment, ça c'est une initiative qui peut être intéressante à prendre. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là pour vous lire une citation, un proverbe chinois que j'ai vu. Celui qui sait qu'il ne sait pas, éduque-le. Celui qui sait qu'il sait, écoute-le. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. Alors là, je vous avoue que j'ai pas forcément très bien compris la dernière phrase de ce proverbe, mais je l'ai traduit par le fait que celui qui n'a pas envie de savoir, fuis-le. Hein, je répète, celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, fuis-le. Je pense que la traduction c'est ça. Si jamais c'était pas ça, si vous l'avez compris différemment, dites-le moi. Et je vous salue en vous disant que pour moi rien n'est impossible, mais qu'avec vous tout est possible. Je vous dis à bientôt.